racaille, la 93e sur Radio Libertaire, la plus rebelle des radios, sans mètres, sans pub, sans publicité. Avec ce matin à la régie, notre camarade Piqueco. On a du pot quand même. Ah oui. Et on là, va pas dire que c'est un événement, elle est quand même là toutes les 2 semaines. Oui, parce que notre camarade Maïté, on vous l'a déjà dit, mais on vous le redira, est malheureusement pas là. Quoi qu'on est très content que Piqueco. Ah oui. Hein, bien que tu aies fait d'énormes progrès sur le plan technique, comme les auditeurs ont pu en juger la semaine dernière, où l'émission frôlait la perfection. Ah oui, au moins. On est très content que Piqueco soit là. Bon. Hein, Et Maïté, on te fait des gros bisous. ouais, Maïté. Parce qu'on sait que tu nous écoutes. Ouais. Ouais, voilà. Bon, eh ben, on va démarrer cette émission. Tu nous manques, Maïté. Tu nous manques. On va, oui, oh oui, Maïté, je t'aime. on va démarrer cette émission, mais qui va faire date dans l'histoire de la radio. Par quoi, mon Eh bien, canard comme Luche le thème de l'émission, c'est, j'ai oublié, tiens. Oh non. L'art et la mort. Là, rien, bon, ouais. L'art et la mort. Attention, hein, c'est pas une émission exhaustive, hein. Bon. Parce que il faudrait qu'on en fasse plusieurs, hein. Oui. L'art et la mort. D'ailleurs, on y reviendra, hein. Oui, on a déjà fait des choses qui ont frôlé la mort. On commence avec C.W. Stoner King. Ça, c'est une musique qui nous a été passée par Sarah. The Love Me Par or Granac. Die. Merci, Granac. Granac.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Je sais pas si vous êtes comme moi, comme nous ici, mais alors, on était partis, hein. Bon, à Racaille, toujours la 93e, jusqu'à la prochaine, avec Piquet-Cou à la technique, qui vous passe ces musiques assez, comment on pourrait dire ça? Je cherche même pas. Bon, non, merci Cranach. Voilà comme Jean apprécie ton travail. Bon, allez. Il n'a pas du tout la tête qu'on pourrait imaginer, ce Stoner King. Non, CW Stoner King, ouais. C'est ce que tu m'expliques. Voilà, je vous laisse aller sur le blog de l'émission où vous trouverez un lien vers son site officiel. D'accord. Allez voir, c'est surprenant. Bien, et bon, écoute, Momo la science, on t'écoute cracher dans le poste, non? Non, c'est toi qui vas commencer. Oh, merde. Bon, je vais vous causer des ghettos. Ça vous dit quelque chose? Ghetto, qui sont un peu la conséquence du je m'en foutisme politique ambiant, mais c'est pas d'aujourd'hui, ça dure depuis qu'il y a des gens qui affluent vers les villes pour y trouver du travail et puis accessoirement pour se loger. Voilà, et on peut dire que ces convulsions sociales sont aujourd'hui résolues par la mise à l'écart et l'isolement de ces gens qu'on balance dans des ghettos, que ce peuvent être les cités, etc., etc. Vous connaissez le scénario. Pour la société, alors donc, cette chère société dont nous faisons partie, hélas, le ghetto est une solution comme les prisons, comme la garde à vue, comme les passages à tabac, accessoirement. C'est-à-dire qu'ils sont ignorés, et pourtant, dans les banlieues des métropoles, comme Paris, Lyon ou Marseille, des émeutes éclatent périodiquement. Vous avez des infos sur les télés qui s'en régalent, parce que plus il y a de bagnoles brûlées, plus il y a de gamins qui font les zouaves, et plus ça fait saliver ces connards qui vendent comme ça un peu plus de papier ou un peu plus de comment on peut dire, les télévisions, c'est quoi qui évalue leur score là, leur il y a un nom pour ça, non? Moi je vois que Jean regarde médiamétrie, tu veux dire? Oui, avec ses grands yeux bleus, bon. Oui, ouais, l'audience. Bon. Oui, plus il y a d'audience, plus les recettes publicitaires augmentent. Oui. Et chaque fois, c'est le même scénar, des bavures policières, des émeutes, du chauffage médiatique par les médias précités, et particulièrement, je dois dire, particulièrement les télés, parce que la presse écrite, bon, c'est pas en instantané, c'est toujours le lendemain ou quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est surtout la télévision qui est en cause, un peu moins la radio, puisque les gens maintenant, ils ont de plus en plus la flemme d'écouter, ils préfèrent regarder les images, quand ça bouge, ça les fascine. Et puis aussi, la seule chose que nos chers politiques en toc ont trouvé pour répondre à ces problèmes, c'est un silence pur et simple, ou alors des promesses locales et gouvernementales. Vous vous rappelez du plan Marshall pour les banlieues. Puis après, dans tout ça, c'est oublié, parce que le monde politique s'en tape et retourne à ses petites bagouilles. Non, mais moi ça me fait marrer parce que il y a encore des gens qui y croient. Il ne sait pas, il n'a jamais su ce qu'il faut faire pour foutre en l'air la misère. Pas beau ça? Oh, c'est... Alors maintenant, brièvement, parce que je vois que Raymond a des choses aussi à dire. Oh non. 20% des habitants qui habitent dans ces ghettos crades travaillent avec des salaires de 900 € net par mois, environ. Ça peut être moins. Après 30 ans de taf à la chaîne en usine. Les usines, c'est pas difficile à les imaginer, c'est Renault, c'est Citroën, c'est toutes ces choses-là. Les précaires, alors il y a ceux-là, ils travaillent, ils ont un boulot régulier, un boulot d'esclave, en travaillant probablement sur les chaînes de montage, enfin bref. Et puis il y a les précaires qui sont des travailleurs pauvres. Il y a aussi des familles en difficulté, des habitants beaucoup plus dépendants de la charité publique, ceux-là, parce qu'ils n'ont pas de salaire, donc il faut qu'ils fassent la manche pour pouvoir bouffer, se loger, se faire soigner, etc. Alors, les assistés sont souvent des femmes seules avec des enfants, qui crèvent du RMI ou gratte au noir. Et puis enfin, il y a les cas sociaux, ceux qui sombrent carrément,
alors qui picolent, qui délaissent leurs enfants. Ceux-là ne vivent pas de la pauvreté comme une saloperie, ne vivent pas leur pauvreté comme une espèce de saloperie d'injustice, mais comme une situation admise. Voilà. Ils admettent qu'ils soient comme ça parce qu'ils ont plus de ressort pour réagir, quoi, bien sûr. Bien sûr. On a eu un copain ici pendant un moment qui faisait l'émission avec nous, je sais pas si vous vous souvenez, Igor, lui qui avait touché le fond et qui pouvait nous en parler vraiment. Ouais. Voilà. Lui encore, il s'en est sorti, mais c'est un quart pratiquement sur 1 million. Voilà. Et ces gens-là sont invisibles, même dans leur ghetto, et ils sont méprisés et agressés par les autres, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus stables parce qu'ils gagnent 900 € par mois. Voilà. Alors on se pose la question, est-ce que les jeunes des cités dont on évoque souvent les casses et les dealers, toutes ces choses qui leur sont toutes les casseroles qu'on leur colle au cul, est-ce qu'ils sont responsables de leur exclusion sociale? C'est une question qu'on peut se poser, puisque c'est souvent eux qui sont mis en première ligne. Ils ont souvent un présent ou un passé de délinquants. Ça, c'est une évidence. Enfin, faut pas l'ignorer. Ils sont marginalisés, ils n'ont pas de visage, pas de parole, et crèvent d'une triple humiliation. Vous avez bien entendu, triple humiliation. Des fois, une suffit déjà à foutre en l'air. Alors, ils ont une humiliation scolaire, parce que l'école leur apparaît comme un lieu d'exclusion et de discrimination qui transforme leur destin en échec. On sait même que des diplômés d'écoles, de grandes écoles, etc. Enfin, peut-être pas des grandes écoles, mais enfin diplômés de l'enseignement supérieur, trouvent pas de boulot s'ils s'appellent Mohamed ou voilà, s'ils ont des patronymes un petit peu exotiques. Voilà. Alors, une humiliation économique aussi, parce que sans emploi, le taux de chômage de la jeunesse des cités frôle les 50%. Vous entendez bien, 50%. Il est impossible d'accéder à un logement et d'envisager de fonder une famille. On sait bien que fonder une famille, c'est souvent un facteur d'intégration pour les gens qui sont un petit peu à la dérive. Du coup, la vie normale est interdite et l'aide sociale devient un piège dont il est impossible de sortir. Vous voyez ? Ça, je pense que c'est pas trop difficile à imaginer, sauf pour ceux qui sont vraiment dans le confort et la tranquillité. Et la troisième humiliation, qui est pas la moindre, qui est la conséquence des deux premières, elle est policière, avec des contrôles d'identité pluriquotidiens. Police et justice sont perçus donc comme des symboles d'oppression et de racisme. Quand il y a des gamins qui sont interpellés plusieurs fois par jour par les casques à pointe, mains au mur, jambes écartées, fouilles au corps, etc., sans oublier les propos racistes qui sont proférés à leur endroit et surtout à leur envers, puisqu'ils sont le dos à la police. Voilà. Alors, pour finir ce blabla interminable... Quel lien dans le ghetto entre racisme et tournante? Vous savez, c'est parti de cul un peu dramatique, franchement triste, parce que dans le ghetto, on se replie sur des modes familiaux rigides. Vous savez que moi j'ai eu un atelier dans une cité comme ça, un peu difficile, et voilà, c'est des parents qui viennent du bled, qui ont leur éducation, leur propre culture, qui est oui, par rapport à la nôtre, qui est assez rigide sur certaines qui sont pas très libéraux pour les mœurs. Alors, ce qui donne chez tous ces jeunes gens des frustrations du sexe et de la pauvreté, et de la pauvreté qui mène à la colère, évidemment, parce que quand on est, comment on appelle ça, là, le sexe, le sexe triste. Le ghetto fabrique donc des hommes et des femmes qui savent qu'ils ne méritent pas leur exclusion. Ça, ils en sont vraiment très conscients, parce que sinon ils se révolteraient pas. Et qui sentent que leur vie se déroule sans qu'ils la vivent. Ça doit être terrifiant pour nous qui sommes des créateurs. On pleure pas sur notre sort, mais on peut pleurer sur le leur, et c'est même très difficile à imaginer des gens qui ne savent pas la vie qu'ils vivent. Et c'est tellement pire que la misère. Ouais. Alors, pour finir, mais complètement finir là, parce que ça fait un moment que je vous le promets.
Je voudrais remercier Monsieur Sarko, grand ordonnateur des funérailles du plan Marshall des banlieues, et auteur ô combien cité de cette fameuse couillonnade qui fait encore rire toute la Canebière. Faut nettoyer au Karcher cette racaille qui a probablement procuré aux reclus de ces lieux d'enfermement pourris un sentiment de joie intense et qui donne le ton pétarade frontiste de la poupée Barbie, la nouvelle leader de ce tas de boue, et au délire de riposte laïque dont je vous ai parlé un tout petit peu la semaine dernière. Oui. Et accessoirement de l'UMP aussi. Et puis je pense que tu y reviendras une autre fois, sans doute. Voilà, mon Jean, pardon on pour... n'a pas fini avec riposte laïque. Pardon pour ce baratin, parce que je dis à Jean, il faut qu'on fasse des petits papiers, parce qu'il faut qu'on laisse la place à l'art. Mais là, moi, je me répands comme une vieille soupe. Bon, je vais essayer d'accélérer. Non, mon Jean. Et de glisser de ton paplard à des nouvelles du front. Oui, oui. Électoral. Oui. Mais enfin, vous allez voir, on n'est pas loin. Hein. 2 sondages publiés coup sur coup donnent Marine Le Pen. J'ai même du mal à dire son nom, c'est terrible. Non, Marine Le Pen, c'est pas mal. Donc 2 sondages publiés coup sur coup donnent Marine Le Pen en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle 2012. Alors dans le premier cas, elle arriverait devant Aubry et Sarkozy, qui sont eux au coude à coude. Hein. Dans le second, devant DSK, Sarkozy étant purement et simplement éliminé. Ah, même devant DSK? Oui. Parce là, que le premier deuxième... sondage, ils avaient... Non, mais là, je sais que... Il y en a eu un deuxième. Comme ça ne date que d'hier soir, forcément, t'es pas au courant. Non. Ils en ont fait un deuxième parce que ils ont... L'Institut Harris a estimé qu'effectivement, le premier sondage était peut-être un peu tronqué. Oui, un peu, oui. Un peu trop voyant, disons, tu vois, un petit peu trop sensationnel, quoi. Donc ils en ont fait un autre dans le cas où ce serait DSK et non pas Martine Aubry qui représenterait le Parti socialiste. Et là aussi, elle gagne. Et là, c'est à peu près la même chose. Elle est devant. Oh là là. Sauf que DSK devance Sarkozy, qui lui est donc éliminé dès le premier tour. Bon, faut être honnête. Là, c'est un trop long terme. Cette perspective ne nous désespère pas complètement. Non, bien fait pour leur gueule. Tant nous n'avons toujours pas perçu ce qui différencie, au moins sur le plan social, les propositions de l'UMP de celles du FN. Non. On cherche encore. Oui. On gratte, je peux vous assurer. Surtout là, je pense que les derniers vents du petit ventilateur, là, c'était vraiment il dépasse le Front National, je crois, maintenant encore, complètement, dans le délire. Ah mais complètement. Mais bon, voilà, c'est un boomerang. Toujours, c'est ça. Bon, ça pourrait être amusant si c'était pas aussi désespérant. La réponse est effectivement des deux partis est à peu près la même. Pour faire reculer le chômage, c'est simple. Il suffit de repousser hors de nos frontières des étrangers venus faire les boulots dont les bons Français ne veulent absolument pas, tu vois. Voilà. Bon. Il serait d'ailleurs intéressant, je ne sais pas si le sondage l'a fait, je ne pense pas, de s'interroger sur les effets des images venues de Lampedusa, tu vois, sur la grimpette de Marine Le Pen. Je pense que c'est, à mon avis, il y a un lien. Le problème, c'est qu'on ne voit pas bien non plus ce qui différencie sur le plan économique les propositions de DSK de celles de Sarkozy. Absolument. Et l'opinion du chef, il est d'accord avec moi. Non, c'est quand même un petit souci. Oui, c'est même un énorme souci. Parce que la conclusion est là aussi à peu près la même. Rien ne pouvant enrayer la marche triomphale vers la captation des ressources mondiales par une minorité, un libéralisme plus ou moins teinté de compassion, on va dire, dans un cas ou l'autre, est la seule réponse. Alors... Bon, en tout cas, c'est la panique, aussi bien rue de Solferino que rue de la Boétie, au siège des deux grands partis habitués à se partager le gâteau. C'est pourtant pas compliqué, c'est à la portée de n'importe quel apprenti dictateur. Il suffit de modifier la Constitution. Voyons. Proposition d'Arracaille. Oui, là, c'est une bonne proposition. Donc, c'est forcément une proposition sérieuse. Et honnête, et très honnête. D'autres ne s'en sont d'ailleurs pas privés par le passé. Oui. Ainsi, si la tendance sondagière se confirme, tu vois, dans les prochains mois, seuls les candidats arrivés deuxième
et troisième, lors du premier tour, seraient qualifiés pour le second. C'est simple, merde, il fallait y penser. Ah bah ouais, ça c'est... Tu vois, c'est une bonne idée, non? Non. T'es d'accord, bon. Ah non, comment pourrais-je ne pas être d'accord? Oui, bon, enfin, je déconne. Non, je déconne pas. Mais je rappelle quand même qu'en 2002, entre les deux tours des sondages alarmistes, on peut le dire, à la limite de la fantasmagorie d'ailleurs, donnait le père Le Pen. Ouais. À 45% d'intention de vote. Je sais pas si tu te rappelles, il y a des rumeurs qui ont circulé comme ça parce que les sondages étaient interdits. Tu vois? Non, je me souviens pas. Des rumeurs qui nous donnaient le père Le Pen à 45%. Résultat, affolement et vapeur à gauche, des queues de 3 km devant les isoloirs, avec ou sans pince à linge d'ailleurs. Chirac 82. Ah, c'est à cette occasion-là? Ouais. Ah la vache. Chirac 82,21%. Le Pen 17,79%. Là, le risque était énorme, évidemment, de voir un néo-nazi accéder à la plus haute marche de l'État, tu vois. Un beau foutage de gueule, quoi. Surtout que dans la foulée, je rappelle aussi que le même Chirac a vécu ça comme un plébiscite, lui. Ah oui, bah, tout à fait. Oui. Et il s'est cru autorisé à poursuivre, en l'amplifiant tout de même, sa politique de... Bon, tu concluras. Oui. Soyons clairs, DSK, Sarkozy ou Le Pen, cette mascarade se fera sans nous, Robert. Je confirme. Mais bon, c'est une situation injuste en même temps, il faut être honnête. J'ai toujours un souci d'honnêteté, car le petit ventilateur n'a quand même pas ménagé, comme tu l'as dit, avec c'est comme tu viens de le dire, ces efforts pour tenter de remonter dans les sondages. Proposition de débat sur la place de l'islam dans la République. Projet, ça je sais pas si tu es au courant, projet d'assister en personne à la béatification de Jean-Paul II. Non, c'est pas vrai. Ah si, il en sera. Ah ouais? Avec son portable, tu sais, il enverra des SMS pendant que ce pauvre Jean-Paul II sera béatifié. Avec Bigard? Avec Bigard, on espère, et aussi, Célébration de l'héritage chrétien de la France. Ça, c'est, ça. Fille aînée de l'église. Exactement. Oui. Ça date d'il y a moins d'une semaine, Ah bon? Tu sais, un sarcon, ça ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. En tout cas, voilà. Mes frères, à Racaille, vous proposent de célébrer aussi l'héritage islamiste. Ouais. Why not? Al-Biruni, ça te dit quelque chose? On en a déjà parlé ici, oui. Al-Biruni. Oui. Très grand savant de l'islam médiéval. Ouais, Al-Farabi. C'était un Espagnol. Al-Biruni? Oui. Non, mais un musulman qui était en Espagne au temps avant la Reconquista, non? Là, j'ai un trou, là. Ah bon? On vérifiera ça. D'accord. Al-Farabi, Avicenne. Bah oui, Avicenne aussi. Avicenne, tu connais. Bon, Omar Khayyam. Non, je connais pas. Là, on quitte les savants pour aller du côté de la poésie. Samarcande, ça, tu connais. Ah oui, tout à fait. Ouais. Le Taj Mahal. Oui, aussi. Et oui, ça va loin. Enfin, entre autres savants et merveilles architecturales qui nourrissent depuis fort longtemps l'imaginaire français, je dirais même la culture française. Absolument. Voilà. Bon, allez, pour finir, plus léger et surtout plus débile, un obscur paparazzo a été élu macho de l'année par le collectif Les Chiennes de Garde, pour avoir qualifié de salopes les femmes qui rendent publiques les violences conjugales dont elles ont été victimes. C'est pas vrai. Ah si. Ouais. Et qui c'est cette tâche? Un paparazzo, un photographe, quoi. Me demande pas son nom. Non, c'est pas la peine. Je l'avais jamais entendu, de toute façon. En plus, déjà oublié. Ça lui ferait de la pub. C'est faire beaucoup de publicité. Tout à fait. Connard. Faut vraiment une D'autant qu'il n'y a plus de doute. Le macho de l'année, c'est Marine Le Pen, bien sûr. Et voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. À la semaine prochaine. Bon, on pourra lui chanter hommage du palais. Peut-être que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fustente à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner, doit ou pas être là quand elle y va donc. Honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Polizia, assassini, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, Polizia, Giotto, assassini anche. Polizia,
une mémoire pour le futur, pour leur décompte, pour les victimes, et rien n'éteint jamais. Et tout mon respect d'être baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué, pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise. Facile d'avoir raison en s'écrasant de ponton. Honneur au Black Bloc, oh, tout dit bien qui, à tous les autres et sans nom. Seuls groupés, les arrêtés, les rescapés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant, après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait. La torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne. Donc, c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retards que j'ai vite. Honte à vous à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Giuliani, Giuliani, polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Hey. Gênes 2001. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, la plus rebelle des radios, je vous rappelle quand même. Sans Dieu, sans maître, sans pub, mais avec notre piquet-coup à la régie et notre Jean à l'instruction publique et particulièrement à celle de l'histoire de l'art. Vous avez du pot, ça, vous pouvez pas vous imaginer. et Roro, qui fait le clown comme d'habitude, quoi, pour contrebalancer le sérieux de mon camarade. Bon, à toi, Jean. Ouais, c'était Hydra, un de nos titres favoris. Hein. Oui. Ouais, ça faisait un moment qu'on le. Ça sent la poudre. Ça faisait un moment qu'on se l'était pas dégusté. Genova 2001. Je n'y étais pas. Robert y était. Oui, Piquet-coup, je ne sais pas. Tu non, étais pas piqué. Non plus. Et je peux vous dire que quand on entend la foule hurler, c'est du truc qui a été fait sur place. C'est exactement ça. Non, mais oui. Non, je sens l'alarme déjà. Non, arrête, oui, on remarque, oui. Je me retiens. C'était le bon temps, en tout cas. 10 ans déjà. C'était le bon temps de la lacrymo. 10 ans déjà. Putain, c'est pas possible. Coucou, nous revoilà. Quand est-ce qu'on aura ça à Paris? Bon, enfin, on peut toujours rêver. Allez, un petit extrait du le nez de Giacometti, ça date de 1992, c'est par Jean Clair, 1940. Tu connais Jean Clair? Ouais. On connaît tous Jean Clair. Dans cet essai, Jean Clair nous convie à enrichir en fait notre approche des œuvres d'art par le biais de l'anthropologie, du folklore, de la psychanalyse et de la biologie. Bon anniversaire, mon Jean! J'ai oublié personne? Non, mon Jean! C'est son anniversaire. C'est pas aujourd'hui? Ah si, c'est vrai. Arrête. Ah non, mais c'est terrible. Le 8 mars. Ah merde, j'étais de bonne humeur et voilà, il a tout gâché. Ouais, surtout que je souhaite jamais l'anniversaire, sauf à mon Jean. Bon,
Je souhaite à tout le monde un camarade comme Robert. Alors, les contes de Perrault, le Pinocchio de Collodi, les rituels carnavalesques de l'Italie du Nord, la chirurgie esthétique et puis jusqu'aux mutilations sacrificielles sont ainsi convoqués pour éclairer notre lecture de l'œuvre de Giacometti. Le Nez de 1947, dont il existe, outre la fonte en bronze, 2 plâtres peints, l'un déposé à Bâle, l'autre récemment donné par Adrien Maict et ses enfants au Musée national d'art moderne, est contemporain de la Tête sur tige. L'un et l'autre, fort semblables, sont issus d'une même expérience dont Giacometti a rapporté le récit dans un texte paru en 1946, un an auparavant, dans la revue Labyrinthe, intitulé « Le rêve, le sphinx et la mort de T ». Naturaliste, la Tête sur tige est la transposition directe de cette expérience, le souvenir gravé dans sa mémoire de la mort soudaine de Peter Van Meurs dans un hôtel de Madonna del Campiglio en septembre 1921. On sait l'étonnante aventure qui devait rapprocher ce vieux gentilhomme de 61 ans, conservateur des archives civiles de son pays, et le jeune homme désargenté et avide de voyager que Giacometti était alors. Et voilà que cet homme, ce père idéal qu'il avait fait rechercher par petite annonce, dans les journaux comme l'empereur dans les contes fait rechercher son fils par voie de messager à travers son royaume, à peine retrouvé, tombait malade, souffrait, et en 3 jours retournait au néant. Giacometti devait l'avouer, ce fut l'expérience majeure de son adolescence, qui devait décider de son art tout entier. Et tout autant qu'il la dessina alors, il évoquera plus tard dans ses notes, dans la chambre de l'hôtel, la vision de ce visage retourné à l'inerte, la tête jetée en arrière, la bouche ouverte. Témoin brut d'un fait vécu, la Tête sur tige, en tant que tête d'un décapité fiché sur une pique, s'inscrit néanmoins dans une longue tradition iconographique où tête jetée en arrière et bouche ouverte expriment le pathos, l'horreur et la souffrance. Elle commence avec le visage du Laocoon antique pour se continuer avec le cri de Rodin et jusqu'à certains visages de Francis Bacon. On peut surtout y voir un écho, 10 ans plus tard, du climat singulier de la fin de l'année 1937, dominé par le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud, les visages renversés et souffrants du Picasso de Guernica et des songes et mensonges de Franco, les agonies dessinées par Masson, dont l'exposition L'Art cruel, en décembre 1937, marquera un moment significatif. Le Nez, en revanche, comporte une élaboration d'ordre fantasmatique. Autre chose intervient que le rendu alvéro d'un cadavre. C'est aussi une entreprise de conjuration, d'exorcisme de l'angoisse éprouvée au plus profond de soi, par la métamorphose à vue d'un visage qui hier celui d'un intime est devenu ce matin celui d'un étranger. Comment le plus proche, le plus familier, le plus aimé peut-il en quelques moments devenir le plus lointain, le plus étranger, le plus inquiétant, sans changer cependant sa substance? Soit, dans l'expérience de notre rapport à autrui, un saisissement analogue à celui qui, dans le rapport narcissique du soi à soi, saisit Dorian Gray à découvrir son portrait. Ici, l'élément prophylactique, cet artifice qui est de l'ordre du maquillage, du masque, du colifichet, qui change un visage, est essentiellement l'adjonction de cet élément saugrenu qui, par métonymie, a donné son titre à l'œuvre, un nez. Voilà. Pas mal, non? Pas mal, Le Nez de Giacometti, publié chez Gallimard. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot 75 011 Paris. Téléphone de la librairie 01 48 05 34 08. Site internet après les W, librairie-publico.com. Voilà. Alors Jean-Claire, il passe pour un vieux con réac, parce que c'est vrai qu'il attaque l'art contemporain avec une certaine quantité de bile, on va dire ça comme ça. Il a d'ailleurs appelé lui-même son journal atrabilaire. Ils étaient deux à le critiquer ensemble. C'était un binôme, là. Qu'est-ce que c'était l'autre Zozo qui critiquait avec lui? C'était pas Debray? Ils avaient fait un moment, je crois qu'il y avait eu un espèce de truc, ils ont écrit tous les deux. Je sais pas si c'est des articles. À quatre mains. Ouais, à 4 mains. Ah bon? Ouais, je crois que c'était les deux.
Lui et Debray, ouais. Régis. Il me semble, il y a quelques années de ça. Ouais. Régis Debray. Il me semble. Ah oui, j'ai pas du tout. Ouais, je crois. Pas du tout percuté, moi, là-dessus. Non, mais bon, des fois j'ai des fantasmes comme ça. Non, on vérifiera, et bien sûr, comme d'habitude, ça s'avérera tout à fait authentique. Non. Et ce que j'aimerais bien, c'est que tu rappelles aux auditeurs, parce que tu sais que on en a parlé un peu tous les deux à propos de l'exposition Cranach, là. Tu avais parlé, lorsque t'avais évoqué cette espèce de peinture qui pouvait se regarder que de biais, là, pour la comprendre. Holbein, oui. Holbein, les ambassadeurs d'Holbein. Les ambassadeurs. Toute la symbolique qu'on peut trouver éventuellement si ça intéresse des gens dans un ouvrage que tu m'as recommandé, que j'ai commandé d'ailleurs, qui s'appelle, s'il te plaît, Le dictionnaire des symboles. Voilà, de Lafond. Tu l'as reçu déjà, non? Je vais le recevoir peut-être aujourd'hui ou demain, quoi. C'est le prix est raisonnable, c'est 19 € en brochet, neuf. Bon, il y a le. Eh ben, écoute, on fera un papier là-dessus parce que c'est vrai que pour moi, c'est un livre qui doit pas quitter. Ouais. Tu vois. Oui, tout à fait. Je pense que pour les artistes contemporains, ça peut présenter vraiment un intérêt parce qu'on peut comme ça dans une œuvre, que ce soit une peinture, une sculpture, peu importe, faire passer des choses je dis des choses. Évidemment, on peut pas compliquer le bon discours, un peu flageolant parfois, qui peuvent être traduites justement par des symboles. Enfin, tu vois, mais c'est un peu des énigmes. Parce que lorsque j'ai visité avec notre camarade Piquécou, l'exposition Cranach, auquel elle m'avait invité dans sa grande générosité, je vais pas encore rembourser d'ailleurs. Elle posait la question justement, qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on voyait, quoi, parce qu'il y a effectivement plein de petites choses comme ça. Non, c'est super important pour plus maintenant, mais encore que à mon avis, on a une réintroduction depuis quelque temps des symboles. Ouais, je pense avec notamment ce peintre qu'on avait évoqué aussi, un peintre contemporain, mais qui avait fait les gouaches dont tu rêves là, tu sais. Oui, bien sûr. Garouste, oui. Garouste, ouais. Je crois que lui, exactement. Ses œuvres, tout à fait, voilà. Bon. Et puis je finirai sur Jean Clair en précisant quand même à nos auditeurs que s'il vilipende l'art contemporain, c'est essentiellement pour son mercantilisme. Ouais. Oui. Ce qui peut considérer, ce qu'on peut considérer comme assez mérité. Oui, tout à fait. Voilà. Quand on voit les ventes à Christie's ou à Sotheby's des artistes contemporains, comment que les codes sont fabriqués. Oui, effectivement. Bien, merci beaucoup, cher Piquécou.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, la plus rebelle des radios. Vous sentez quand même au ton de cette émission, rebelle elle-même, Araka, la 93e, bientôt la 1000e, avec Piquet-Cou à la régie, Jean, notre hussard noir, à l'instruction publique et artistique, ce qui va être le cas, parce qu'il va nous parler d'histoire de vie, l'histoire d'artistes. Histoire d'artistes vampirisés. Bah, si tu veux, c'est plus que mon anniversaire aujourd'hui. 8 mars, c'est la journée internationale De la femme. de la femme. Alors, pour nos auditrices, pour Piquet-Cou, pour Maïté, pour toutes les femmes de nos vies, Pour ta rousse. mon cher Robert, Pour ta rousse. maman, Arrête. grand moment, Cranac, ouais, Guillemette. nos femmes, nos sœurs, nos filles, Marie-Christine. nos nièces. Nos amantes. Une histoire effectivement de femmes, d'artistes vampirisés, Dora Maar, ça c'est 1907-1997. Ouais. En plus, elle l'a porté longtemps, hein, sa vampirisation. Il n'y a pas si longtemps en fait. Hein, quand vous tapiez, quand je dis si longtemps, c'était il y a encore 2 ou 3 ans. Hein, quand vous tapiez Dora Maar sur insecula.com, hein, qui est quand même un site qui fit insecula.com, qui fit référence en matière d'histoire de l'art. Je suis pas sûr que ce soit toujours vrai aujourd'hui, mais bon. Eh ben, vous deviez vous contenter d'un laconique, Dora Maar, 1907-1997. Maîtresse, un petit clin d'œil, j'ai oublié Lydie Van Den Busch aussi, parce qu'elle est très sensibilisée. Notre copine Lydie, elle est très sensibilisée. Et on a oublié Odile. Qui peut-être moins sensibilisée. Elle nous écoute plus l'émission. Merde. Dommage. À cause de toi. Oui. Je saurais jamais exactement ce qui s'est passé. Pardon, mon Jean. Non, mais rien de particulier. Voilà, donc on devait se contenter d'un laconique Dora Maar 1907-1997, maîtresse de Pablo Ruiz Blasco y Picasso en 1936. Oui. Ça jette un froid. Ah oui, ça le fait, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle fait partie de cette longue liste d'inconnus, célèbres, dont la vie et l'œuvre ont littéralement été oblitérées par celle de leur grand homme, grand entre guillemets bien sûr. Hein. Dora Maar fut successivement photographe et peintre, mais toujours maudite. Hein. Trop souvent attribuée à Man Ray, son œuvre auprès de qui son œuvre photographique, auprès de qui la jeune femme a travaillé initialement, Man Ray. Donc trop souvent attribué à Man Ray, son œuvre photographique n'a bénéficié que tardivement de la reconnaissance attendue. Son style est pourtant d'une originalité profonde, comme vous pourrez le voir sur le blog de l'émission en cliquant sur le lien Dora Maar. Il reste encore aujourd'hui insolite et dérangeant. Arrivée de Buenos Aires en 1920, elle est la fille de l'architecte croate Josef Marković, qui a signé nombre d'édifices de la capitale argentine. Tout habitant de Buenos Aires connaît son œuvre majeure, dont le côté fait penser au flanc d'un bateau. Ces 7 étages, en fait, se terminent par un mirador avec des instruments d'optique, d'où son propriétaire, Mijanović, un autre croate, j'imagine, observait le mouvement portuaire. Voilà, ça a nourri entièrement l'œuvre de Dora Maar. Grandi à l'ombre des coupoles ou cupulas, on appelle ça, me demandez pas. Je préfère coupole que cupulas. Tu préfères coupole que cupulas, bon, qui surplombe la ville. Dora a dédié toute son œuvre photographique à l'expression d'une verticalité angoissante, dans laquelle, par effet de contre-plongée, elle recrée, en même temps qu'elle en condense et déplace les indices, la muette combination des coupoles, alors je dis. Oui. J'avais prévu de dire cupulas. On doit pas le dire comme ça. Peut-être coupulas. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon. Arrivée en France en 1920, donc comme je l'ai dit, elle va et vient entre Paris et l'Amérique du Sud. D'abord assistante de Man Ray, Dora Maar crée en 1935 son propre studio au 29 de la rue d'Astorg. Elle travaille avec un appareil de marque Rolleiflex, ça, je dis ça pour les spécialistes. Certains de ces clichés qu'on oublie lamentablement de lui attribuer encore aujourd'hui, sont encore attribués à Man Ray, c'est lamentable, sont devenus des icônes de la légende surréaliste. Et oui, sauf qu'on les attribue à Man Ray, c'est quand même incroyable. Après avoir réalisé des photos de mode aussi, sous la direction de
Harry Ossip Merson, qui était entre autres le portraitiste de Marlène Dietrich, puis du tout Hollywood, et des photos de nus pour les revues de charme. Dora Maar se consacre à son œuvre personnelle. On constate toutefois la présence d'invariants stylistiques qui signent d'emblée l'ensemble de ses travaux. Ombre, déviation, torsion, effet de plongée, de contre-plongée, de suspension, de renversement, de chute, liés toujours à cette angoisse de la verticalité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dramatise sa vision du réel. Les critiques vont même parler de gauchissement du regard, caractéristique d'une sorte de baroquisme, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, tragique. Ce gauchissement affecte non seulement la vision de la ville, oblique, pentue, abyssale, mais aussi celle des êtres qui la hantent. Robert Desnos, d'ailleurs, publie à cette époque, à cette même époque, Corps et Biens, une autre manifestation de l'esthétique, on va dire ça comme ça, du naufrage. À partir du début de sa liaison avec Picasso, qui date de 1935, je crois, elle avait été en fait engagée par Jean Renoir comme photographe de plateau sur le crime de Monsieur Lange. C'est Paul Éluard qui lui a présenté donc Picasso. Donc à partir du début de sa liaison avec Picasso, Dora Maar cesse progressivement toute activité photographique. Merde. Ouais, mais un peu contrainte et forcée par lui. Oui, c'est pour ça que je dis merde. Bien sûr. On peut le dire comme ça quand même. Elle commence à peindre sous influence cubiste derrière laquelle on sent la patte du maître, puis de façon quand même de plus en plus résolue, sous la dictée apparemment d'une nécessité intérieure. Après la catastrophe, on va dire psychique, de sa rupture avec Picasso, elle change de style. Elle peint essentiellement alors des vues du Luberon. C'était, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom de la maison du village que Picasso lui avait acheté. Dans le Luberon. Ouais, dans le Luberon, très belle maison. C'était en quel... Ménherbe. Ménherbe, oui, c'est un village magnifique, oui, Ménherbe. Oui. Très beau village. Ah oui, très beau village. Il lui avait payé une très belle maison, pour se débarrasser d'elle d'ailleurs. Elle est magnifique. Voilà, elle peint essentiellement des vues donc du Luberon, prises de sa terrasse, qui sont pleines de vent. Moi j'aime assez. À partir de 1950, elle s'enferme chez elle dans son appartement parisien de la rue des Grands Augustins, et on ne sait plus rien de son travail de peintre. Tu vois, enfin à l'époque, au point d'ailleurs d'avoir longtemps cru qu'elle l'avait abandonné. Tu vois, on le présumait de toute façon médiocre, voire d'ordre purement thérapeutique. Tu vois, après sa mort en juillet 1997, la surprise est venue en 1998 ou 99, entre les deux, de la dispersion des biens accumulés dans l'appartement de la rue des Grands Augustins. On découvre alors la richesse de l'œuvre ultérieure à 1950, voilà, qui était totalement méconnue. Et je pense que petit à petit, Dora Maar va accéder à la reconnaissance, ou plutôt la connaissance, qui lui est dit, qui lui est due. Donc je mettrai une photo, parce que c'est quand même le travail que je trouve le plus fort de Dora Maar sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Une peinture? Non, une photo. Une photo, d'accord. Une photo. Mais est-ce que une photo d'une sculpture. Ouais, parce qu'elle s'est aussi essayée à la sculpture, et vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Et sa peinture? Oui, tu veux aussi? Non, je te demande ce que sa peinture, ce que tu en as vu, si c'est intéressant. Mais je te dis, moi, c'est certaines vues du Luberon, comme ça, que j'ai trouvé assez réussies, connaissant le coin, quoi. Je trouve qu'il y a une vraie sensibilité là-dedans. Voilà. Bien. D'ailleurs, je me demande, tu vois, quand tu parles de la maison de Dora Maar à Ménherbe, je me demande, tu sais où était tournée La Belle Noiseuse? Parce que je suis sûr que c'est dans le Luberon. Ah oui, c'est dans le Luberon. Et c'est une maison qui s'appelle... Non, je suis en train de me demander si c'est pas dans le Gard. Dans le Gard, oui. Ouais. Mais ça ressemble à une maison de Ménherbe. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est dans le Gard. Oui, je crois que c'est dans le Gard. Ah oui, je savais pas que dans le Gard, il y a des choses aussi somptueuses, tu vois. Ouais, parce que moi, j'ai visité pas mal de villages du Gard qui sont un peu pauvres. Oui, ils ont dû chercher. Le Gard est un peu plus austère, quand même. Enfin, il me semble. Voilà, bon...
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, vient de me rappeler mon camarade qui est vigilant, à l'inverse de moi, qui suis un petit peu plus feu follette. Avec toujours piqué coup, c'est RAC 93e, sur Radio Libertaire, la plus rebelle des radios. Et Jean va vous évoquer un artiste que je déteste profondément. Là, c'est pour donner le ton. Non, je suis désolé, Jean, de te dire ça. Ouais. Un artiste au nom imprononçable, d'ailleurs. Bon, enfin, oui, qui sculpte avec des bouts de photos qui découpent et qui collent sur des mannequins. L'horreur intégrale. Il se définit lui-même comme sculpteur de la réalité. Ouais, je suis là. Ouais. Moi, ça m'a scotché, si j'ose dire. C'est soi-disant qu'il est trop fragile pour taper j'ai été ému. dans la Toi, t'as trouvé que c'était bidon. Ouais. Guano-Zang, il est né en 1974. Bien. C'est un gamin de l'apprendre. À nous. Oh non, je suis pas sûr. Il pourrait être mon fils et ton petit-fils. Bon. Allez, ça c'est un cadeau pour mon anniversaire. Oui, bien sûr, merci Jean. J'apprécie vraiment beaucoup. C'est un artiste coréen. Ah oui. Bon. Ah bon? Il est du nord ou du sud? Donc il réalise un travail fascinant, comme vous l'avez compris d'après les propos de Robert, de remise en espace, on va dire, jusque-là, sans équivalent. Je m'engage énormément, Robert. Oh non, mais t'as raison de t'engager. D'abord, on est des engagés. Ce gars n'a absolument rien à précurseur, mais en tout cas, pour moi, sans équivalent dans l'histoire de l'art. Même si on peut rapprocher quand même un peu son travail de celui de l'allemand Oliver Hering, qui me semble moins intéressant parce ça ressemble plus à un travail de découpage par facettes qui ramène au premier, tu vois, on peut toujours pignoler les aux ordinateurs, bien sûr, antédiluvienne. Toi aussi, quand t'aimes pas quelqu'un, tu papam. Bah oui, j'aime moins, si tu veux. Bon, voilà. Donc, t'en fais beaucoup pour un mec que t'aimes moins. Né donc, comme je l'ai dit, à Séoul en 1974, un ancien étudiant du College of Art, un département sculpture, Guano-Zang aborde la question de la 3D en réaction à l'enseignement qu'il a reçu. Fasciné par la capture photographique, il réalise des clichés d'un même modèle qu'il assemble ensuite, s'inspirant de la technique du puzzle. Je travaille la sculpture d'une autre manière, là je prends ses propres termes. Je privilégie la légèreté que permet la photographie plutôt que des matériaux lourds, recommandé en cours de sculpture, dit-il aussi. S'estimant davantage sculpteur que photographe, l'artiste coréen réinsère les principes d'angle et d'accroche lumineuse bidimensionnelle au cœur d'un travail qui rappelle les recherches cubiques synthétiques. Synthétique. Baptisé photographique sculpture, ces œuvres sont le résultat d'un travail très méticuleux. Faut quand même le dire, moi j'aime toujours ça, le boulot, c'est dingue. Ouais. C'est mon côté paysan. C'est ta faiblesse. C'est mon côté paysan. Car elle nécessite un nombre impressionnant de photos. Et puis ensuite, un travail de repérage assez non, pas fascinant, non. Excuse-moi, Robert, j'arrête laborieux. Guano-Zang photographie ses sujets sous tous les angles pour ensuite coller les photos obtenues sur des mannequins à taille réelle. Il utilise également ce procédé pour des objets comme un mini-van, par exemple, tu vois. Même au milieu du XXe siècle, quand certains artistes ont commencé à contester les frontières entre les différents médias artistiques, il s'en est toujours trouvé quelques-uns pour perpétuer la tradition de la sculpture. En 98, lorsque Guano-Zang a présenté son premier corps humain, composé de fragments photographiques, les critiques ont considéré son travail comme radicalement contemporain. Oh oui, ça jouait le genre de critique. Doté d'une sensibilité raffinée. Sauf qu'il n'était pas d'accord, Guan. Pas d'accord, Guan. Il a, lui, préféré publiquement annoncer que sa pièce n'était qu'une sculpture. Les critiques ont préféré la qualifier, eux, de travail en 3 dimensions utilisant la photographie. Voilà, oui, là, je préfère même moi, je suis d'accord avec les critiques. pour une fois. Pourtant, Ozang avait osé préciser qu'il était physiquement, et moi j'aime ça. Je sens de la sincérité là où toi tu ne sens que le faiseur. J'ai préparé mes munitions. Ah bon, c'est vrai. Il avait osé préciser qu'il était physiquement trop faible pour poursuivre la sculpture traditionnelle, ce qu'il aurait fait s'il avait été en mesure de ciseler, tailler les pierres ou couler le bronze. Tu vois. Il espérait tout de même de ce nouveau matériau qu'il puisse le libérer du poids de la tradition ainsi que du processus
ardue de la production. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, mais bon. Il a ainsi expliqué sa position sur les mécanismes de la photographie et de la sculpture. En sculpture, on sculpte un objet avant de le jeter dans le plâtre, ce qui n'est pas très différent du processus de développement des négatifs dans un film. En outre, le processus de refaire l'objet d'origine avec du plâtre est parallèle au processus d'impression dans la photographie. Oh, il hoche la tête, mon Robert, là, on sent que Non. il est consterné. Il connaît rien à la sculpture, il n'a pas été dans une classe de sculpture. Tu n'as vraiment rien compris. Non. Tu nous as menti sur Terre. Eh oui. Si l'on peut présumer, disons, que le point de départ de tous les arts visuels comme la sculpture, la peinture ou la photographie et la reproduction et la mimésis de la nature et de son objet, on peut dire que Guanozhang représente une sculpture digne de notre temps. Ouais, bien, Jean. Dans ses œuvres se profile à l'horizon un jour nouveau pour la sculpture. Tout comme la peinture contemporaine a su trouver un lien entre les techniques traditionnelles et les sujets modernes, tu vois, pour conduire à son triomphe, la sculpture a fait un pas avec Guanozhang, qui annonce son grand retour sur la scène artistique. Hélas. http://arakai.blogspot.com. Vous cliquez sur Guanozhang et vous allez voir quelque chose. Vous verrez si vous êtes plutôt du côté de Robert, ce qui me désolerait, ou de mon côté, Ce qui me désolerait aussi. ce que j'aimerais mieux. Ça me désolerait aussi que vous soyez de mon côté, mais bon, j'aurais relevé déjà une espèce de chose complètement idiote, c'est que le prétexte c'est que la sculpture traditionnelle est trop lourde. Je signalerai à Monsieur Guagua que la sculpture traditionnelle, il y a des gens qui peuvent sculpter le polystyrène, après en faire un moule, et puis c'est pas le sculpteur qui coule le bronze, c'est le fondeur. Donc le sculpteur, il a pas besoin d'être costaud pour fondre un bronze. Enfin bon, il y a des choses comme ça. La preuve avec certaines... Oui. Ah non, me rappelle pas des souvenirs tragiques. Tu vois, il y a des choses je suis curieux, je comprends pas d'ailleurs qu'on ait pu reproduire des tels propos. Alors non seulement Sango, je sais pas, dit des bêtises, du point de vue de la sculpture traditionnelle, etc., de tous ces choses-là, et les gens qui ont reproduit ces propos, les critiques ou je sais pas, ils connaissent non plus rien du tout de la sculpture traditionnelle. Je veux dire que maintenant, on tape plus dans la pierre forcément, etc. Tu peux très bien être. Regarde, Niki de Saint-Phal, c'était pas un géant. Elle était capable de faire des trucs énormes, mais en réalité, elle faisait aucune intervention dans le gigantisme de ces bonnes femmes là, ballons dirigeables, tu vois. Non, il y a des choses. Donc si qui fasse une sculpture que tu juges bon voilà, si toi ça tu penses que c'est Je les aime pas toutes, mais parfois je trouve que le résultat est vraiment déconcertant. Et séduisant. Ouais. Non, mais d'accord que le résultat soit déconcertant, que tu y trouves un intérêt, je conteste pas ça. Ce que je conteste, c'est ces explications. À partir du moment où ces explications, je les trouve complètement ridicules, bidonnées. T'as qu'à suivre ma technique, tu vois. Quand je tombe sur un film ou un livre, par exemple, qui me paraît très con tous les deux, je me dis qu'ils sont mal traduits. Ah, c'est pas mauvais. Bien, bon, on va passer tout de suite sans musique. Désolé. Chère technicienne de régie, on va passer tout de suite aux expos. Ouais. Et puis je vais commencer parce que mardi 22 mars, en fait, nous recevrons Nathalie Pradel, qui dirige la Maison des Arts de Bagneux. Voilà. On a pensé que ce serait très intéressant plutôt que comme acteur culturel, plutôt que de recevoir des plasticiens comme on le fait les 9/10 du temps, de recevoir quelqu'un qui dirige une maison des arts comme ça. Donc on la questionnera sur son cursus, sur son travail au sein de cette maison, et plus particulièrement sur une exposition performance qui commence donc à la Maison des Arts de Bagneux vendredi. Le vernissage est vendredi et l'exposition dure jusqu'au 13 mars 2011. Alors j'ai reçu un mot de Jean Cesser, qui est le conseiller artistique sur cette exposition. Voilà, c'est extrait du journal Des fleurs sauvages sur le béton, donc ça date de février 2011. Des fleurs sauvages sur le béton, c'est aussi le nom de l'exposition. La manifestation performance des fleurs sauvages sur le béton à la Maison des Arts de Bagneux
vient du désir de rendre le public attentif et réceptif à des œuvres qui ne sont souvent regardées que comme des actes de vandalisme. Les graphes, les tags sont denses sur les lieux de grande fréquentation. La sève acide des contraintes de la vie contemporaine les énerve, l'adrénaline les innerve. Ils naissent de l'énergie artistique qui rêve de liberté, d'humanité et de générosité. Ces œuvres spontanées, sauvages, éphémères du paysage urbain, inéluctablement vouées à la destruction, bouleversent la perception de l'art dans ses profondeurs. Elles ne suivent pas la tradition savante de l'art qui se nourrit d'art, mais s'élaborent à partir de l'imagerie imprimée, médiatique et populaire de l'art. Elles tentent de rompre avec les préceptes et les contraintes sociales. Elles sont la marque d'une vitalité intellectuelle et de l'énergie créatrice de la jeunesse et de tous ceux qui réinventent le monde. Cette exposition performante dans un cadre institutionnel a pour ambition de rendre compte de cette spontanéité créatrice. Elle rassemble une quinzaine d'artistes urbains auxquels nous avons offert des surfaces de libre expression. Voilà, donc le vernissage de cette exposition des fleurs sauvages sur le béton a lieu le 11 mars, donc c'est vendredi à 19h, à la Maison des Arts de Bagneux, c'est 15 avenue Albert Petit. Voilà, je vous donne le numéro de téléphone du centre, 01 46 56 64 36, et donc elle durera du 11 mars jusqu'au 13 mai 2011. Voilà, et puis j'en ai encore deux petites. La première, c'est Denis Nona. C'est Entre ciel, terre et mer ou le mythe revisité. Ça, c'est à l'ambassade d'Australie. D'accord. 4 rue Jean Ray dans le 15e arrondissement de Paris jusqu'au 20 mai. Le style des peintures pointillistes propres aux artistes des régions du désert central est déjà bien connu en France, contrairement aux cultures insulaires des lointaines îles du détroit de Torres. L'œuvre complexe et innovante de Denis Nona marie les traditions de la plus ancienne culture existant encore au monde, avec l'interprétation contemporaine d'un graveur et sculpteur accompli. C'est un exemple type de la fusion des influences traditionnelles et des interprétations modernes spécifiques à la culture australienne d'aujourd'hui. Voilà. Et puis ça, c'était en rapport avec notre émission d'aujourd'hui, le thème de notre émission d'aujourd'hui que j'ai un petit peu oublié d'ailleurs. Les catacombes de Paris, c'était l'art et la mort. Voilà. Ça, c'est 1 avenue du Colonel Henri Roll-Tanguy, c'est place d'Enfer Rochereau en fait, dans le 14e arrondissement de Paris. Voilà, l'origine des catacombes de Paris, mais je vous préviens quand même, il y a des fois, il y a pas mal de queues. C'est assez étonnant. Ouais, ça fascine. L'art et la mort, oui, ça fascine. L'origine des catacombes de Paris remonte à la fin du XVIIIe siècle. Le cimetière des Innocents avait été en usage pendant près de 10 siècles et était devenu un foyer d'infection pour tous les habitants du quartier. Après de multiples plaintes, le Conseil d'État prononça la suppression et l'évacuation du cimetière des Innocents. Ce sont d'anciennes carrières qui furent choisies pour déposer les ossements. La ville de Paris venait en effet de se doter d'une inspection générale des carrières, dont le rôle était la consolidation des voies publiques qui étaient minées par ces mêmes carrières. Les catacombes de Paris ont rouvert le 14 juin 2005, après plusieurs mois de fermeture pour travaux. Voilà, l'éclairage a été révisé. Les voûtes ont été consolidées et les murs d'ossements remontés, donc normalement, vous risquez pas de finir avec les ossements étouffé au milieu des crânes. Voilà. Et puis je te propose de passer directement on va laisser tomber peut-être les questions du CNAP aujourd'hui. Attends, je vais faire mes petites annonces et puis on a encore 10 minutes. Oui, mais ça, c'est après. Véronique Chambaud, tu sais, c'est... Oui, non, mais on a le temps de faire les deux, je pense. Est-ce que tu puisses accomplir on a le temps de faire les deux. Ton acte hebdomadaire. Il faut que je fasse mes annonces, faut que je fasse mes annonces trad avant la coupure. Allez, vas-y. Donc, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, et ses studios, le A et le B, avec ses régies, du matériel assez sophistiqué qui a besoin de temps en temps d'une révision ou d'un remplacement. Et pour ça, Radio Libertaire a besoin de vos thunes. Alors, on fait pas la manche, on vous informe seulement. Voilà. Si vous avez 20 € à craquer, vous passez à la librairie Publico, vous le donnez ces 20 € en chèque ou en espèces au camarade permanent qui est là, Max ou Laurent, qui vous remettra une carte d'auditeur en contrepartie de cette obole.
Et voilà. Ça, c'est pour Radio Libertaire, si vous voulez continuer à l'écouter dans des conditions optimum. Quand je suis pas là, oui, quand je suis pas à la régie, parce que là, bon, les conditions qu'elles soient optimum ou pas, ça change rien à la qualité de l'écoute. Voilà. Bon. Mais comme Piquet-Cou ne peut faire la bleue qu'une fois toutes les 2 semaines, on est mal, étant donné que Maïté, elle fait la bleue pour 6 mois, au moins, d'après elle en tout cas. Bon. Le deuxième blabla concerne donc la librairie Publico, dont j'en vous parle tous les mardis, à propos des ouvrages dont il parle. 145 rue Amelot, à Paris dans le 11e, métro Fille du Calvaire, Robert Campf, rue Charles-Lenoir. Tu m'as pas demandé, non, Jean. République ou Charles-Lenoir. Pardon, oui, bref. Je commence à pédaler. Et, où vous pouvez trouver tous les ouvrages de référence, concernant, l'anarchie, et puis aussi de la littérature générale. Et puis aussi des gadgets, des CD, des fly, des t-shirts, bref. Tout ce qu'il faut pour la panoplie du parfait anard. Donc il y a la librairie Publico où 2 permanents sémillants, Max et Laurent, peuvent vous recevoir et puis vous aider si vous êtes un peu paumé. Ils font aussi des panoplies pour les enfants ou non, il y a pas. Bah oui, ça, c'est une bonne idée que la voilà. On va nous des années pour le 30e anniversaire de nos camarades. Libertaire. Oui, on va en parler à nos camarades. Panoplie anard pour les enfants. Pour les enfants d'anard. Voilà, c'est ça. Donc vous retenez bien, panoplie d'anard pour les enfants d'anard. Et aussi donc notre cher magazine Le Monde Libertaire qui paraît tous les jeudis en kiosque et aussi à la librairie Publico qui a un dépôt. En kiosque, vous pouvez le chourer sans problème, ça s'appelle de la reprise individuelle. Mais pas à la librairie Publico, parce qu'on vous le rappelle chaque semaine, Laurent et Max sont comptables de la pile en dépôt. Donc, s'il n'y a pas de sous qui correspondent aux ventes, ils sont mal. Et la librairie Publico a vraiment besoin de vous. Parce que comme toutes les librairies spécialisées, un petit peu comme celle-là, surtout dans les ouvrages révolutionnaires, actuellement, c'est vraiment pas le pied. Donc, sans vous, la librairie Publico exit. Voilà. C'est terminé. On passe une petite musique et après, on fait notre... on a le temps ou pas? Allez, une petite. Allez, une petite. Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, on vous la fait courte, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Raquel 93e, et tout de suite on passe à une question. Une seule pratique. Question du CNAP. Juridique. Et puis désolé Bernard de t'avoir coupé le sifflet. Ouais.
On sait que tu comptes beaucoup pour nous, mais Ouais. Mais le temps compte aussi beaucoup. Voilà, le temps compte aussi. Là, on s'est un peu traîné aujourd'hui. Copie et reproduction. Donc, je vais faire la question 13 du CNAP. Puis-je faire des copies d'œuvres d'art? Une copie peut-elle être originale? Ça m'a paru important. Ça, Ah oui, comme tout à fait. un point. Alors, toute copie nécessite l'accord de son auteur. Le copiste devra verser des droits d'auteur à l'auteur de l'œuvre copiée si celle-ci n'est pas tombée dans le domaine public. Entre parenthèses, 70 ans après la mort de l'auteur, mais il y a des clauses quand même qui peuvent prolonger, notamment la guerre et des choses comme ça. Bon. Toutefois, la loi permet les copies d'œuvres artistiques réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée. Une copie peut être originale et protégée par le droit d'auteur si elle laisse place à un apport créatif personnel. La copie ne sera pas protégée si elle résulte d'un procédé purement mécanique. Des calques, évidemment, par exemple. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bien, merci. Et je te laisse D'accord. avec Véronique Chambaud. Véronique Chambaud. Le guide juridique et fiscal de l'artiste, s'installer et choisir son statut, promouvoir et protéger son œuvre, aux éditions Duno. Non, mais c'est pas la campagne, les éditions Duno, c'est à Paris. Participer à un concours. Quand même, il faut le faire. Pour un artiste, participer à un concours, on se croirait revenu au 19e siècle. C'est une bête de compétition qui vous le dit. Oui. Les foires ou les salons organisent souvent des concours. Et si vous y exposez vos œuvres, vous concourez, évidemment, bien entendu, d'office. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est un excellent moyen de gagner un prix et d'attirer l'attention sur votre création. Ça, c'est tout faux. D'un coup, vos œuvres accèdent à la renommée, ce qui ne peut que vous profiter. Alors là, encore une fois, les bras m'en tombent, le cul, j'en parle même pas, parce que si vous pensez que la renommée va venir en exposant dans les salons, et que c'est là que vous allez attirer l'attention sur votre création, bref. Alors là, j'évite la petite palette, parce que Jean, quand je lui dis je vais lire la petite palette, il monte au créneau. Non, surtout pas. Je poursuis donc en sautant la petite palette. Parce qu'il y a des petites palettes, il y a des petits machins, des petits textes comme ça, encore 8 ou 7, je sais pas, ou 6. Vous pouvez participer à d'autres concours organisés par les centres d'art, les musées ou les municipalités. J'ai encore jamais vu de concours organisé par les musées. Bon, peut-être que j'ai pas aussi une information complète sur ce sujet. L'intérêt médiatique de ces événements est toujours authentique. De ces événements, on aurait dû mettre un CES, pas SES. Il faut encore leur envoyer en plus des corrigés. Enfin bon. Encore faut-il... Non mais les auditeurs, ils l'entendent pas, ça. Encore faut-il gagner. Oui, évidemment. Pour que, sur vous, les projecteurs du succès soient braqués. Vous imaginez les projecteurs du succès? Vous connaissez les projecteurs du succès? Non? Oh, alors là, c'est vraiment une lacune. Bon, donc vous avez donc ces fameux projecteurs du succès. C'est pas tous les jours qu'on trouve des prometteurs du succès, des projecteurs du succès dans le commerce. La seule difficulté est que souvent l'œuvre ou les œuvres que vous réalisez pour concourir restent à la disposition des organisateurs. Non mais c'est n'importe quoi. Alors, normalement, les œuvres vous sont restituées à la fin, évidemment si vous les réclamez ou si vous venez les chercher. Autrement, si vous les laissez chez eux, ils les gardent. Il vous faut bien étudier les conditions générales du concours et évaluer son intérêt. C'est impossible d'évaluer l'intérêt d'un concours. En fonction de quoi, quels éléments on a pour l'évaluer. C'est un boulot à temps plein, quoi. La perspective de gagner 1000 € ne doit pas occulter l'obligation de travailler plusieurs mois, oui, ça je suis d'accord, et de réaliser une toile ou une sculpture de grand format. Encore, c'est un moindre mal si vous la gardez. Mais si vous devez la laisser, l'intérêt est mesuré. Mais c'est complètement faux. Je n'ai jamais une œuvre... non, Jean... je te demande quand même de donner ton avis, parce que moi on peut penser que je suis vraiment farfolle et que tout ce que je dis, c'est rien que des bêtises, mais toi tu peux confirmer, on laisse pas ces œuvres aux organisateurs des concours, une fois que le concours a été... Je ne le conseille pas complètement. Enfin bon, mais si vous devez la laisser, l'intérêt est mesuré. Non, normalement ils vous la rendent,
où ils vous disent, bon, les œuvres qui ne seront pas réclamées ou que vous viendrez pas chercher, ben voilà, on les gardera. Mais autrement, c'est jamais un truc qui est fait comme ça d'office. Jamais. Bon, ben voilà, je crois que je peux peut-être... Non, pour la prochaine fois, ce sera organiser des événements informels ou virtuels. Et là, je me réjouis d'avance de ce qu'on va pouvoir vous raconter. Oui, c'est pour améliorer votre promotion et augmenter votre diffusion. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc, bon, vous avez compris. Non, Robert va encore beaucoup se moquer. Non, mais je me moque pas, mais je remets les choses à leur vraie place. Je crois, en tout cas. Parce que moi je fais jamais ces choses-là, mais j'ai plein de copains qui n'arrêtent pas de faire des salons, des résidences, des concours, des blablis. D'abord, ils passent un temps invraisemblable sur leurs ordis à trouver des machins, etc. Et puis, voilà, envoyer des photos, ça coûte la peau du cul. Et puis après, bon, quand ils sont admis, souvent en payant des sommes considérables, bon, éventuellement, et puis il y a le voyage, il y a le déplacement, il y a l'hôtel, il y a le restaurant, enfin c'est des trucs. Il faut avoir vraiment de la thune, quoi. Ouais. Il faut avoir non seulement de la thune, mais il faut être un grand rêveur. Mais en même temps, ça me donne une idée. Oui. Si on proposait, par exemple, qu'est-ce que tu penses on pourrait faire, moi je pourrais par exemple joindre directement les éditions d'Uno, pour leur proposer en fait de conseiller ou d'offrir, je sais pas, un stage de 6 mois dans ton atelier à Véronique Chambaud. Non mais, hein, non, arrête. Ah non, jamais je pourrais recevoir cette... Parce qu'on sent qu'il y a quand même une grande expérience de fiscaliste et de juriste dans le bouquin. Ce qui lui manque, c'est une expérience d'artiste. Tout à fait, oui. Et alors là, elle serait aux premières loges. Là, t'es exact. C'est ça. Elle ne connaît absolument pas le vécu des artistes. Non, mais vraiment. C'est ce qui ressort de son... Elle est vraiment dans une espèce d'espace virtuel où jamais un artiste n'a foutu son cul. Voilà, donc si jamais tu nous écoutes, Véronique, je donne l'adresse de Robert la semaine prochaine. Jean, c'est bien que nous sommes anonymes. Bon, il faudra juste éviter les chaussures à talons parce que atelier de Robert. Oui, bon. Ah, il y a des tubes. Oui. Un certain nombre de tubes au sol. Oui, c'est ça. Bon, je sais pas si tu connais, ma chère Véronique, je sais pas si tu connais l'atelier de Bacon, mais... Oh non, j'aimerais bien. Non, malheureusement, c'est pas tout à fait ça. C'est ça en pire. Bien, salut, à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. C'est une épreuve. Bon, il faut quand même survivre. Salut à tous. Salut.